Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes qui, euh, Qui n'aurait jamais dû voir le jour. c'est le moins qu'on puisse dire. Ceux d'un moine du XVIIIe siècle, Dom Deschamps, qui a écrit en secret une philosophie si explosive qu'il a tout fait pour qu'on la découvre jamais. Heureusement pour nous, ces manuscrits ont survécu. Exactement. Notre mission, déchiffrer ce qu'il a appelé le mot de l'énigme de l'univers. Rien que ça. Et dès le départ, on tombe sur un paradoxe, quelque chose qui nous met au défi. Deschamps cite un de ses contemporains qui dit « La vérité n'est point faite pour l'homme ». Mhm. Et pourtant, toute son œuvre, des milliers de pages, c'est une quête acharnée de cette vérité absolue. Alors comment on peut dire en même temps « la vérité est inaccessible » et « j'ai trouvé la solution à tout ». C'est toute la question. C'est cette contradiction qu'on va essayer de démêler ensemble. D'accord. Pour comprendre où Deschamps veut en venir, il faut d'abord regarder ce contre quoi il s'insurge. On est en plein siècle des Lumières, l'époque de Voltaire, de Diderot, Rousseau. Rousseau, voilà. Il a échangé des lettres avec eux, mais il ne mâche pas ses mots. Il les trouve superficiels. Oui. Il les accuse de ne proposer que des demi-lumières. C'est quand même assez audacieux pour un moine isolé dans sa province. C'est plus qu'audacieux, c'est vraiment le point de départ de toute sa critique. Pour Deschamps, tous ces grands esprits, y compris les athées les plus virulents de son temps, ils commettent la même erreur fondamentale. Et laquelle? Ils s'attaquent, avec raison d'ailleurs, à l'absurdité de la religion. Mais ils le font sans jamais s'attaquer à ce qui, pour lui, est la cause première de cette religion. D'accord. Et cette cause première, ce ne serait pas, je sais pas, l'ignorance ou la peur de la mort? Pas directement. Pour lui, la racine du problème est sociale. C'est ce qu'il nomme l'état de loi, L'état de loi? c'est-à-dire notre organisation sociale tout entière, qui est fondée sur la propriété privée, l'inégalité structurelle entre les gens et bien sûr les rapports de pouvoir qui en découlent. Donc pour lui, l'athéisme de Voltaire, par exemple, c'est un peu comme essayer de soigner la fièvre sans s'attaquer à l'infection. C'est exactement ça. C'est une image parfaite. Il leur reproche de s'attaquer aux symptômes. D'accord. Pour lui, l'idée d'un Dieu moral, un Dieu qui juge, qui récompense, qui punit, ce n'est qu'une béquille idéologique. Une béquille absolument nécessaire pour faire tenir debout une société qu'il juge fondamentalement injuste et bancale. Une sorte de police spirituelle, en quelque sorte. C'est ça. Alors détruire cette béquille sans changer la société qui en a désespérément besoin, pour lui c'est non seulement inutile, mais c'est dangereux. Ça mène au chaos. Ah oui, Il utilise une formule très forte. Il leur reproche de détruire sans établir. d'accord, je vois. Il ne veut pas juste démolir, il veut dynamiter les fondations pour reconstruire. Quelque chose de complètement différent. Voilà. Et j'imagine que ces nouvelles fondations, c'est sa fameuse vérité métaphysique. Précisément. Et c'est là qu'il faut s'accrocher un peu. Allons-y. Parce qu'il construit tout son système sur une distinction qui peut sembler obscure au premier abord, mais qui est la clé de voûte de tout son édifice. Laquelle? La distinction entre deux concepts qu'il écrit différemment, le tout avec une majuscule et tout sans article. Ok, le tout est tout. Ça a l'air central. Mais avant qu'on se lance dans la définition purement philosophique, qui risque d'être un peu aride, est-ce qu'on pourrait, je sais pas, utiliser une image pour s'y retrouver? Absolument, c'est une excellente idée. Imaginez l'océan. D'accord. Le tout, avec la majuscule, ce serait l'océan vu comme la somme de toutes ses parties. Chaque vague, chaque courant, chaque poisson, chaque goutte d'eau. C'est une collection infinie de choses distinctes qui existent les unes par rapport aux autres. C'est l'univers tel que nos sens le perçoivent, en fait. C'est ça, l'univers visible, sensible. D'accord, ça c'est l'océan inventaire. Et tout? Alors tout, ce serait l'eau elle-même, le concept d'être eau, si on veut. Ah, d'accord. L'essence, unique, indivisible, éternelle, qui compose absolument tout ce qui se trouve dans l'océan, mais qui n'est ni cette vaccine ni ce poisson-là. C'est l'unité fondamentale qui se cache sous la diversité apparente. C'est clair. Deschamps nous dit qu'on passe notre temps à décrire les vagues sans jamais comprendre la nature de l'eau. L'image est très, très claire. On a d'un côté la multiplicité des choses qui existent et de l'autre l'unité fondamentale de l'existence. Maintenant, comment est-ce qu'il définit ça en termes plus philosophiques? Alors, pour reprendre ces termes, le tout est l'univers des existences relatives. Chaque chose, chaque être, n'existe que par rapport aux autres. C'est le monde du changement, de la naissance et de la mort. C'est un être fini qui est à la fois, dit-il, créateur et créature. Il l'appelle l'existence positive, le grand oui métaphysique. Et tout devient donc le
le négatif de ça. Exactement. Tout, c'est l'être sans rapport absolu. C'est l'infini, l'éternité, ce qui ne change jamais. C'est l'existence absolue qui, par définition, nie toute particularité, toute existence sensible et limitée. Et c'est là qu'il fait un pas de plus qui est assez déroutant. Ah ouais? Il va jusqu'à l'appeler le rien ou le néant. Attendez, comment ça le rien? S'il dit que c'est l'existence absolue, pourquoi l'appeler le néant? C'est contradictoire. C'est le point le plus contre-intuitif. Ce n'est pas le néant au sens de ce qui n'existe pas. C'est le néant de toute chose particulière. C'est rien de ce que vos sens peuvent percevoir. Ah d'accord. C'est la négation de la diversité, du changement, de la finitude. C'est l'unité pure et, de notre point de vue, nous qui sommes perdus dans la multiplicité, eh bien l'unité pure, ça ressemble au vide. C'est fascinant, donc si je prolonge le raisonnement, le Dieu des religions, celui auquel les gens prient, ce serait une sorte de malentendu colossal, une confusion entre ces deux concepts. C'est exactement sa conclusion. Pour Deschamps, le Dieu des religions est un composé absurde. Un composé absurde. Oui, il dit qu'on prend le tout, la nature, l'univers visible, et on lui attribue les qualités de tout, l'éternité, l'infinité, l'absolu. Et comme si ça ne suffisait pas, on commet l'erreur finale. On y projette notre propre morale humaine. Nos idées de bien et de mal. Voilà, nos vertus, nos vices, en lui donnant une figure et une volonté. Sa philosophie, c'est une entreprise de purification. Enlever toutes nos projections humaines pour ne garder que la vérité métaphysique brute. C'est une métaphysique incroyablement dense. J'imagine que le lecteur du XVIIIe siècle devait se sentir un peu perdu. Et la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert? Oui, Est-ce que c'est juste un exercice intellectuel pour moine insomniaque, ou est-ce que Deschamps veut nous emmener quelque part avec ça? on est au cœur du réacteur. C'est tout sauf un exercice intellectuel. Si on connecte ça au tableau d'ensemble, cette distinction métaphysique, c'est l'arme qui doit provoquer une révolution totale de la société. Une révolution? Oui, la compréhension de cette vérité doit nous faire basculer de l'état de loi à ce qu'il appelle l'état de mœurs. Et comment ce saut se produit-il? Quel est le lien de cause à effet? Le lien est direct et implacable. Notre état de loi, notre monde actuel, c'est la conséquence logique d'une vision du monde qui ne voit que le tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire un univers de parties séparées, de choses distinctes, d'individus en compétition. Si tout est fondamentalement séparé, alors l'idée du mien et du tien a un sens. La propriété privée est logique. Oui, bien sûr. L'inégalité entre les individus aussi. La loi est nécessaire pour réguler les conflits inévitables entre ces parties séparées. Et donc, à l'inverse? À l'inverse, si vous comprenez et intériorisez la vérité de tout, l'unité fondamentale où rien n'est réellement séparé, où tous les êtres participent de la même existence absolue, Alors, l'idée même de propriété privée s'effondre. elle devient une absurdité métaphysique. Comment pourrais-je posséder une chose si, au fond, elle et moi ne sommes pas réellement distincts? Toute la base de l'inégalité s'effondre. Et c'est cette prise de conscience qui ouvre la porte à l'état de mœurs. Chaos total. Est-ce qu'il est conscient du caractère absolument extrême de sa proposition? Totalement. Mais pour lui, le chaos, la guerre de tous contre tous, c'est notre monde, l'état de loi. Ah oui, vu comme ça. Son état de mœurs, c'est au contraire l'harmonie parfaite. Il le décrit avec beaucoup de détails. C'est un monde sans ville, qu'il considère comme des foyers de corruption et d'inégalité. Les gens vivraient dans des communautés rurales en pleine abondance. Pourquoi en abondance? Parce que le travail serait partagé et la nature ne serait plus exploitée de manière compétitive. C'est une vision de communisme primitif poussée à son paroxysme, une communauté totale, une tranquillité d'âme. Mais il y a un passage dans les textes qui est particulièrement glaçant. Je vois où vous voulez en venir. Il affirme que dans cet état, les arts et les sciences, que nous admirons tant, deviendraient inutiles et seraient anéantis. Oui, et c'est peut-être l'idée la plus radicale et la plus difficile à accepter pour nous. Sa logique est la suivante. D'où viennent nos arts et nos sciences? Hmm. L'art, pour lui, naît de la souffrance, du manque, du désir, du besoin de s'évader d'une réalité misérable. La poésie, le théâtre, la musique, ce sont des consolations. Attendez, il veut se débarrasser de l'art et de la science. C'est une vision du paradis qui ressemble à un cauchemar pour beaucoup. Pourquoi pense-t-il ça? C'est une logique terrible.
C'est une logique implacable, même si elle nous semble terrifiante, oui. Et pour les sciences, c'est pareil. Elles naissent de la nécessité de survivre dans un monde hostile et compétitif. On développe l'agriculture pour lutter contre la faim, la médecine contre la maladie, L'architecture pour se protéger, l'art de la guerre. pour dominer l'autre, voilà. Dans son utopie, il n'y a plus de manque, plus de souffrance, plus de compétition, plus de maladie comme on la connaît. Donc, plus besoin d'art pour s'évader ou de science pour dominer la nature. La vie serait une contemplation sereine de la vérité. C'est une idée vertigineuse. Toutes nos bibliothèques, nos musées, nos laboratoires, tout ce qui fait la fierté de notre civilisation, tout ça disparaîtrait. Mais ça soulève une autre question. Oui, sans doute. Si cette vérité est si puissante, comment est-ce qu'on y accède? S'il dit que nos sens nous trompent en nous montrant un monde de choses séparées, comment peut-on être sûr de quoi que ce soit? C'est la question cruciale de la connaissance. Deschamps répond que la vérité ne se trouve évidemment pas dans la perception sensorielle d'objets particuliers, qui est toujours relative et source d'erreur. D'accord. Elle ne se trouve pas non plus dans la foi, qui est pour lui une forme d'ignorance. Elle se trouve dans ce qu'il appelle l'entendement, ou dans une formule un peu plus poétique, dans les sens de concert et d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les sens de concert et d'accord? C'est la capacité de notre esprit à aller au-delà des informations contradictoires de nos sens pour saisir ce qui est rigoureusement commun à tous les êtres existants. D'accord. Ce n'est pas voir un objet, c'est comprendre les principes universels de l'existence elle-même. C'est une forme d'intuition rationnelle pure qui saisit l'unité derrière la diversité. Et c'est là qu'il assène son idée la plus folle peut-être, Ah, une phrase qui résume presque tout. Concevoir, relativement à Dieu, veut dire être. waouh! Concevoir veut dire être. Il faut qu'on déballe ça. Ça veut dire que le simple fait de pouvoir penser à cet être absolu, à tout, prouve qu'on en fait partie. C'est encore plus fort que ça. Ça veut dire que notre capacité à concevoir l'existence absolue est la preuve que nous sommes, au fond, cet être absolu. Ah oui. Notre existence métaphysique la plus profonde n'est pas séparée de la vérité, elle est la vérité. On ne découvre pas la vérité comme un objet extérieur à nous, on la réalise en nous. Nous sommes le mot de l'énigme. C'est ça. Alors si on essaye de tout rassembler, ce qu'il faut retenir de Dom Deschamps, c'est que pour lui, nos pires problèmes, la guerre, la pauvreté, l'injustice, ce ne sont pas des problèmes politiques ou économiques. Ce sont les symptômes d'une gigantesque erreur de pensée, d'une erreur métaphysique. C'est la meilleure synthèse possible. Il nous dit, en substance, « Vous avez une mauvaise définition de l'univers. Vous croyez vivre dans un monde de parties séparées. Et c'est pour ça que votre société est un enfer de compétition et de malheur. C'est simple au fond. Corrigez votre pensée, comprenez que tout est un, et la société parfaite en découlera mécaniquement. C'est une idée à la fois folle et géniale. » Un projet d'une ambition démesurée. Il était vraiment convaincu que si son œuvre était publiée et comprise, elle transformerait le monde et rendrait les hommes aussi heureux qu'ils ont été malheureux. C'est une promesse de salut. Mais une promesse purement terrestre accomplie par la seule force de la raison humaine. Une utopie totale, oui, qui part de l'atome de l'existence pour aboutir à la communauté humaine idéale. Il n'y a pas un seul aspect de la vie qui ne soit pas repensé à la lumière de sa métaphysique. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une idée provocatrice qui vient de Deschamps lui-même et qui boucle la boucle de manière assez ironique. Ah oui. Il admet que son livre, comme tous les autres livres, n'existe que grâce à notre ignorance actuelle dans notre état de loi. Il écrit que dans son état de mœurs parfait, un tel ouvrage serait lui-même de trop. C'est le paradoxe ultime du maître à penser. Il écrit des milliers de pages pour nous guider vers un état où plus personne n'aura besoin de lire ces pages. Et c'est la question qu'il nous laisse. Si on atteignait un jour une vérité parfaite et une société idéale, est-ce que la quête du savoir elle-même, la philosophie, l'art, la science, toute cette agitation de l'esprit qu'on chérit tant, perdrait-elle soudainement toute sa raison d'être ?